Muriel Epstein, bonjour. Bonjour. Tu es agrégé de mathématiques, docteur en sociologie, et tes travaux portent notamment sur la manière dont le numérique transforme la professionnalité des enseignants. Alors justement, on t'a demandé de réagir aujourd'hui sur le projet de Damien Simeka, qui met en jeu des escape games avec l'idée d'aller vers une pédagogie qui soit plus coopérative. La première chose qui m'a intéressée chez Damien Simeka, c'est qu'il est entré dans le métier de prof de physique après avoir fait du cinéma. Et ce qu'on observe d'une manière beaucoup plus générale, c'est que les personnes qui ont des connaissances ou des compétences dans l'audiovisuel vont effectivement plus facilement se tourner vers le numérique. Sauf que ce qui est amusant, c'est que globalement, ces compétences-là étaient plutôt traditionnellement étaient souvent acquises ou maîtrisées par des enseignants de langue, parce qu'ils avaient l'habitude des labos de langue. Et ils avaient l'habitude de faire regarder des vidéos ou des films aux élèves, ou d'avoir des techniques pour les faire parler, éventuellement des professeurs de français. Mais c'est quand même une habitude de prof de langue. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est prof de physique. Et en fait, de la même manière, une autre façon de s'approprier le numérique qu'on observe chez les enseignants plutôt de mathématiques, c'est que c'était eux qui étaient en charge de l'informatique. C'est encore un peu eux, mais enfin, il y avait cette idée-là de programmation, etc. Et du coup, pendant un certain nombre d'années, les salles informatiques étaient plus ou moins... je ne sais pas si réservé c'est le bon terme, enfin c'était la salle des profs de maths. Et donc eux sont arrivés autrement dans le numérique. Et ce qui est amusant, c'est que là on voit un prof de physique qui a une entrée de prof de langue. Et qui va être, comme le dit assez bien Françoise Cros, un innovateur. Alors dans pas mal de dimensions, il a cette envie d'être pionnier, d'essayer. Alors on n'a pas tout le reste de son parcours, mais on imagine que c'est quelqu'un qui a cette manière d'avoir envie d'avancer et d'essayer des choses nouvelles un peu tout le temps. Et il se trouve confronté à ce qu'explique assez bien Françoise Cros, justement, ce qui est l'aspect solitude de l'innovateur. Si on veut avoir une innovation qui perdure, il faut qu'on puisse la partager. Et pour pouvoir la partager, il faut des gens avec qui la partager. Et là, dans son établissement, Damien Simeka se retrouve assez isolé. Il parle du fait que certains collègues le regardent, mais d'un peu loin, qu'il ne veut pas les... je ne sais plus s'il emploie le mot évangéliser ou un truc comme ça, mais enfin, en tout cas, qu'il ne voudrait pas chercher trop à les convaincre des fois qu'eux veuillent faire pareil et que mieux vaut ne pas se marcher chacun sur ses plates-bandes. Et ça lui donne à la fois des possibles pour lui et une forme de tranquillité, mais il insiste sur le fait que ce ne serait pas non plus possible sans le soutien de sa direction. Mais c'est vrai que si on veut que l'innovation se diffuse ou se pérennise, il faudrait qu'il puisse en parler autour de lui. Alors il contourne un petit peu le problème de manière qui est très intelligente et que je conseille très très vivement à tout enseignant qui souhaiterait innover et qui serait dans cette situation-là, qui est de trouver d'autres groupes d'inscription. Et en l'occurrence, il parle du CLIC, il parle d'associations inversant la classe, enfin, il parle d'autres structures où il va pouvoir partager, échanger sur ces sujets-là. Un autre point qui émerge de la vidéo, c'est qu'il dit à plusieurs reprises qu'il y a une transformation de son enseignement, mais finalement il a du mal à la relier au numérique. Il a des transformations pédagogiques, mais il dit mais oui, mais je fais des escape games, mais j'ai besoin qu'ils touchent, oui, et puis il sait pas trop dire finalement en quoi le numérique a changé quelque chose. Et pourtant en même temps il sent bien que c'est relié, que c'est là qu'il va trouver justement la communauté, les éléments d'information. Et il aurait peut-être des explications avec les travaux, en mixant les travaux de Dominique Cardon et
et de Philippe Mérieux. Donc je vais commencer par présenter ceux de Philippe Mérieux, qui explique comment on assiste en ce moment à une réactivation de l'enseignement mutuel, de la classe mutuelle par rapport à la classe simultanée. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, la classe mutuelle, historiquement, c'est des classes multi-âges, on peut imaginer 5 à 15 ans, beaucoup d'enfants. Mérieux parle de 150 enfants qui peuvent tous mélanger, avec un pasteur ou une personne qui guide, et avec des systèmes de tutorat, d'organisation des plus grands vers les plus petits, mais en multi-âge. L'enseignement simultané, c'est plus hiérarchique, il y a un côté plus... c'est pas que l'enseignement mutuel soit pas structuré, mais avec une structuration un peu plus formelle, plus rigide, où les salles de classe telles que on les connaît encore beaucoup, où on a 40 enfants du même âge, du même niveau, assis par classe, qui écoutent un prof. Et donc, quand l'école s'est structurée, Guizot a choisi l'enseignement simultané parce que c'était plus hiérarchique et que ça correspondait à la volonté politique. Et donc, là où je fais le lien avec les travaux de Dominique Cardon, et notamment ce qu'il appelle la démocratie Internet et le réveil pour moi, qui a une des conséquences, comme une conséquence, la réactivation de l'enseignement mutuel, c'est que justement, Internet redonne une forme d'égalité ou de possibilité d'accès au savoir multi-âge, multi-niveau, avec potentiellement plein de petits groupes qui vont se structurer et casse un peu les systèmes hiérarchiques. Et donc effectivement, va amener à ce que des transformations a priori impulsées par le numérique donnent des transformations qui ne soient plus forcément directement numériques. C'est-à-dire qu'on a impulsé par le numérique le fait de faire travailler les élèves en groupe, enfin en tout cas va aller dans cet esprit coopératif, etc. Et puis finalement on va trouver des techniques qui n'ont rien de numérique pour faire ça, mais il y aura eu une construction sociale en fait qui aura rendu cela acceptable alors que ça ne l'était pas. Je pense que comme il y a 20 ans, le prof aurait dit on va faire un jeu avec une énigme, etc. Ouais, en truc de fin d'année, ça passait bien. Pas comme quelque chose central pour apprendre pour de vrai une notion, on n'est pas sérieux. Voilà. Le numérique conduit les enseignants à se reposer des questions qu'ils s'étaient éventuellement posées leur première année de préparation de cours, et puis qu'ils avaient plus ou moins arrêté de se poser. Par exemple, quand ils font une vidéo de classe inversée, ils vont se demander « mais qu'est-ce que l'élève en retient ? Comment je vérifie ce qu'il en retient ?» C'est des questions qui pourraient complètement se poser, et qu'ils se sont posées en général à un moment de leur vie avant, mais ça va leur redonner une autre opportunité de se reposer autrement avec la construction d'outils. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est intéressant dans le positionnement de l'enseignant également. Alors, dans le positionnement de l'enseignant, on peut être éclairé par les travaux d'Alain Chaptal et éventuellement une synthèse qu'en a faite Annie Féfan dans un papier de 2009. Alors, il parle de 3 catégories d'enseignants, donc l'enseignant magistère, transmetteur, donc celui dont Damien Simeka a dit qu'ils sont un peu traditionnalistes et qui vont le titiller. L'enseignant, peut-être pas loin de là où on est Damien Simeka, l'enseignant qui va être presque animateur, c'est-à-dire on est dans une position où les élèves construisent eux-mêmes leur savoir et où les profs les accompagnent. Alors on en voit beaucoup dans ceux qui utilisent de la classe inversée ou sont passés à d'autres modes d'enseignement justement.
Une personne que j'enquêtais se définissait comme animatrice socioculturelle option maths sciences. Et pour eux, ils vont sortir la partie apprentissage pur pour à la fois animer le collectif et avoir plus de temps de manière individuelle avec les élèves. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages. Et puis il y a la position intermédiaire, qui est la position majoritaire évidemment, aujourd'hui en tout cas, qui est celle du facilitateur, où on n'est pas non plus en animation en laissant les élèves construire le savoir, qui est une méthode qui est très longue en fait. C'est pas que ce soit, enfin ça dépend. La notion d'efficacité va dépendre de qu'est-ce qu'on appelle être efficace et quel est l'objectif. C'est pas efficace par exemple pour passer un examen, c'est efficace pour construire sur du long terme. Damien Simica parle un moment de la passivité des élèves et de les rendre actifs. On sait que les pédagogies actives permettent, quand les élèves construisent leur savoir, ils retiennent sur du plus long terme. Mais pour autant, ils apprennent effectivement moins de choses. Et donc après, la notion d'efficacité dépend de ce qu'on recherche. Il y a un autre point qui est souligné par Damien Simica, qui est les problèmes techniques qu'il rencontre. Il dit ouais, des fois on n'a pas d'ordinateur, on a etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qu'il rencontre. Et ces problèmes-là, à ma connaissance, ne sont pas ou très peu traités par la recherche. C'est traité sous l'angle, il y a des freins à l'utilisation du numérique, que sont les problèmes techniques, mais c'est pas traité sous l'angle de la créativité pédagogique dont font preuve les enseignants quand ils sont confrontés à comment faire ma super séance en salle info alors que la salle info est fermée, et comment est-ce que on s'adapte en permanence et les enseignants s'adaptent en permanence sur le terrain. Et puis il y a autre chose qui arrive dans sa vidéo et qui me touche beaucoup parce que c'était mon sujet de thèse, qui était la question du décrochage scolaire. Alors il ne parle pas du décrochage scolaire, il parle un petit peu du fait que son lycée est spécialisé dans les pédagogies coopératives, mais un effet pour moi majeur de ce qu'il fait, c'est qu'il participe à de l'accrochage scolaire. Pourquoi ? Parce que les élèves décrocheurs, contrairement à certaines représentations, ne sont pas des mauvais élèves qui n'apprendraient pas. On a un décrochage particulièrement important chez les enfants précoces, chez les enfants victimes de harcèlement. Et ces enfants-là, ce dont ils ont besoin pour ne pas décrocher, pour rester accrochés, c'est de s'accrocher au groupe. Et pour s'accrocher au groupe, il faut effectivement qu'on enseigne comment travailler en groupe, comment travailler de manière coopérative, comment est-ce qu'on met un cadre bienveillant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans son travail, et merci pour ça.